Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et voilà, le débrief de la tech ce soir, je vous l'ai dit, avec toujours ces Américains qui font trembler l'actualité. Tesla a annoncé des mauvais résultats, on va reparler dans un instant. On va rester dans le monde de la voiture avec cette étonnante test, enfin ce lancement d'un projet. C'est Baidu, le constructeur chinois que l'on connaissait pour son moteur de recherche. Eh bien, il a aussi des voitures, vous savez, les Chinois, ça devient des immenses conglomérats, et ils vont tester des taxis autonomes en Suisse. On verra un peu ce que tout ça veut dire. Vous savez que Waymo est à Londres, voilà, ça se rapproche un peu de Paris. On parlera, il y a un leaker coréen qui a entendu parler d'un, alors je ne vais pas l'appeler l'iFlip, mais un iPhone flip, un iPhone qui se plierait. On en parle pour 2028. François Sorel n'est pas là, mais il adore ce sujet-là, il en est persuadé, il arrive, il est bientôt là, l'iPhone pliant. Et puis voilà, puis on parlera tout à l'heure de la Games Week avec nos autres invités. Mais nos débriefeurs, je vous les présente tout de suite, ils sont avec nous. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alain, merci d'être avec nous et on salue tes deux fils qui sont en train, les trois qui sont en train de nous regarder. Oui, c'est les vacances, ils peuvent laisser les cahiers de maths de côté pour regarder leur père parler des technologies. Avec nous également Thomas Serval. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric. PDG de Barracoda, donc spécialiste dans l'Internet des objets, notamment dans la salle de bar avec miroir connecté. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous nous suivez, ce sera début janvier, puisque Thomas, chaque année, nous fait l'amitié d'être sur le plateau de Tech Co Business lors du CES de Las Vegas. Et on parlera aussi de toutes les innovations parce que on parle de GitHub, mais il y a aussi une sorte de GitHub chez Barracoda, puisqu'ils font beaucoup de choses sur le développement. On en parlera avec Thomas. Et Tristan Nito. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Tristan qui est ancien directeur général de la fondation Mozilla. Et ça nous intéressera d'avoir ton avis aussi sur ce ChatGPT Atlas qui a été annoncé il y a 2 jours. On en a un peu parlé hier, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions face à Google Chrome, face au Firefox. On va en parler avec vous trois. On démarre avec Tesla sous pression, donc des résultats pour le 3e trimestre, un chiffre d'affaires en hausse, 12% sur un an, mais qui déçoit quand même le marché parce que Tesla a réduit le prix de certains modèles, a éliminé certaines options. Voilà, il y a une diminution des crédits réglementaires, il y a encore des investissements lourds. Enfin, comment il faut voir ces résultats, Alain ? Ces résultats, il faut les analyser avec les difficultés de l'intensité concurrentielle que peut rencontrer Tesla, d'une part. Et puis, il y a le deuxième sujet, une grosse partie quand même des flux financiers de Tesla, c'est le côté certificat économie d'énergie. C'est-à-dire qu'avec la régulation américaine, en fait, Tesla permet à d'autres constructeurs et à d'autres entreprises, finalement, d'avoir la capacité d'acheter un peu de verdure. Et le problème, c'est que la réglementation a changé. Et notamment là sous l'impulsion de l'administration Trump. Donc en fait, le chiffre d'affaires augmente, mais les résultats sont plutôt en berne, notamment à cause de ces changements. Et le troisième point d'impact, notamment sur les décisions politiques, c'est toute la partie droit de douane aussi qui a pas mal impacté finalement l'entreprise. Donc on voit que l'entreprise a plutôt une vision assez claire, alors, notamment en se projetant beaucoup dans le futur sur le côté l'IA du concret et du monde réel. C'est un peu aujourd'hui ce qu'Elon Musk raconte, avec ce futur autour des robots qui serait le levier de croissance à venir. Mais il y a la réalité tout simplement du business, avec les changements de régulation et les changements du coup de contexte qui se produit. Oui, parce que je parlais de chiffre d'affaires en hausse, mais le résultat brut d'exploitation est en baisse de 9% à 4 milliards de dollars. Et on va écouter ce que dit juste Étienne Braque, parce qu'il dit que c'est en plus un trimestre important aux États-Unis, parce que c'est l'extinction des aides. Je le dis rapidement. On écoute et on y revient juste après. Souvenez-vous, Donald Trump qui avait annoncé son intention de supprimer ce fameux bonus de $7 500 pour l'achat d'un véhicule électrique. C'est désormais chose faite depuis la fin du mois de septembre. Donc ça, vous avez certains ménages américains qui ont acheté une Tesla afin de bénéficier de ce bonus, qui fait que vous avez des ventes en volume qui étaient plus importantes qu'anticipées chez Tesla aux États-Unis. Mais dans le reste du monde, ça reste toujours fragile quand vous regardez en Europe, mais surtout en Chine, avec la concurrence de BYD. Pour rappel, depuis le début de l'année, BYD a vendu plus de véhicules que Tesla, ce qui est historique. C'était pas
pas le cas l'année dernière. 1,6 million contre 1,2 million pour Tesla. Alors heureusement, le groupe s'est diversifié dans le stockage et dans la production d'électricité. Ça représente désormais un quart de son chiffre d'affaires. Et puis surtout, hier, Elon Musk a été challengé par les analystes sur les véhicules autonomes. Ça fait des mois qu'il promet que ces Tesla vont rouler toutes seules. Bon, c'est toujours pas le cas. Et puis surtout sur ce fameux robot humanoïde. Là aussi, le patron de Tesla a botté en touche, a donné rendez-vous aux investisseurs l'année prochaine. Et donc, dans le doute, le titre était en baisse hier après cette publication. Une baisse d'un peu plus de 4%. Thomas. Il faut voir que le cours de bourse, c'est d'abord ce qu'on projette de la société dans le futur. Et effectivement, il y a 3 ans, 2 ans, Tesla a été plein de promesses. La marque était durablement abîmée par la présence. Alors, j'ai encore une belle valorisation. Oui, mais le multiple va proportionnellement baisser parce que les espoirs qu'on a en Tesla, de ce que Tesla peut gagner par rapport à ce qu'il a déjà gagné, sont beaucoup plus faibles. Donc, il y a plusieurs phénomènes. La marque a été durablement abîmée par la proximité entre Elon Musk et Donald Trump. Les Américains sont naturellement divisés, mais il y a plein de gens. Et on l'a vu beaucoup en Europe. Les chutes de Tesla, c'est un mauvais service client, pas assez de services par rapport aux États-Unis qui ont été vus comme une priorité. Donc c'est vrai que la marque Tesla a été abîmée et reste durablement abîmée, alors que c'était quand même une marque très aspirationnelle pour tous les geeks, etc. La deuxième chose, c'est dans les 2 ou 3 gros sujets de transformation du business, notamment sur la conduite autonome. Tesla était le leader, il s'est fait rattraper par la patrouille. Donc, on n'est même pas dans la version ils sont bons, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres qui sont meilleurs qu'eux dans les domaines qu'ils ont marketés. C'est-à-dire qu'ils se sont fait passer devant sur les véhicules autonomes par Waymo, ils se sont fait passer devant dans la conduite autonome par les Chinois, et ils se sont fait passer devant dans le volume de voitures autonomes, le volume de voitures par BYD. Un des savoir-faire de Tesla, c'était aussi l'autonomie des batteries. Là, également, sur l'autonomie des batteries, on se rend compte que les Chinois, aidés des Japonais, sont mieux. Donc, en fait, tous les endroits où Tesla était leader incontesté sont maintenant des domaines où il est contesté. Et puis, ils jouaient aussi le prix moins cher de la voiture parce qu'ils utilisaient pas de caméra, ce sont que des... ou pas de lidar. Pas de lidar, c'est ça. Ce ne sont que des caméras. Ils espéraient que la voiture soit moins chère comme ça. Bon, on se rend compte que... le lidar, c'est quand même vachement important. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble se sortir de ça. C'est que le lidar, finalement, c'est quand même important. C'est pas cher. Et puis, c'est plus si cher. Pour faire de la conduite autonome, promesse qui est toujours pas tenue. Personnellement, ça me navre que quelqu'un nous dise que c'est toujours l'année prochaine, mais ça fait 6 ans que ça dure, ou quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup. Et moi, je voudrais revenir sur les certificats verts. En fait, non seulement Elon Musk a abîmé la marque en s'affichant du côté Trump, mais après, il s'est brouillé avec Trump, lequel de toute façon est pas du tout écolo et n'a aucune envie de faire des gestes fiscaux dans le domaine, au contraire. Et du coup, comme ils sont brouillés, ils n'avaient pas essayé de protéger Musk de rien. Et donc, c'est ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et voilà, quoi, ça fait mal. Mais c'est vrai, je trouve que votre analyse est très bonne à la fois sur cette partie green tech et puis ce que dit Thomas, sur chacune des tranches où Tesla avait cette avance. On l'a plus. En plus, là, on le voit à l'écran, son 4x4 qui devait révolutionner. On en voit beaucoup, mais personnellement, j'étais aux États-Unis cet été, j'en ai vu, beaucoup. J'en ai vu plusieurs en Floride. J'en ai vu un tout petit peu à New York, mais j'ai pas l'impression qu'ailleurs aux États-Unis, ce soit on a à San Francisco. Voilà. Non, mais voilà, il y a quelques endroits. Il y a quelques bassins. Voilà. Mais il s'est quand même très mal vendu. Et quand les gens essayent de le revendre d'occasion, il y a une décote énorme. Le dernier point très important pour Tesla, pour leur attractivité, c'est que le jeu assez agressif avec les prix fait que les Tesla, et j'en ai une à revendre, sont impossibles ou très difficiles à revendre. Ce qui fait que les gens qui les achètent en leasing ne veulent plus les prendre, les assureurs ont du mal à les assurer. Donc toute la chaîne de l'automobile qui aime quand même la prévisibilité, la stabilité des prix, ne supporte plus Tesla, qui s'est montré un peu comme un peu Twitter dans la tech. D'ailleurs, c'est changer de politique d'API, changer finalement d'écosystème et de chaîne de valeur. Et tout le monde ne s'adapte pas à la vitesse où Tesla change d'avis. Oui, c'est marrant parce qu'il faut se souvenir quand même qu'au début, Elon Musk disait acheter une Tesla, ça s'apprécie, ça va prendre de la valeur avec le temps. Et là, c'est complètement le contraire, quoi. Donc, Et puis les Chinois sont en train de bien rebattre les cartes aussi. On a une boîte qui s'appelle Radioline qui met de la radio dans tous les véhicules connectés. On a un indicateur
de la déferlante chinoise qui est en train d'arriver. Et donc, les prévisions de BYD dans les prochains mois, juste même pour 2000, sont incroyablement élevées. Je n'ai pas le droit de donner les chiffres, mais... Il suffit de se promener, promener dans les rues, on est ici à Paris, mais il suffit de se promener dans les rues de Paris, on en voit de plus en plus. Ah, c'est incroyable. C'est arrivé beaucoup plus vite que les Tesla à l'époque. Hein. L'analogie que font les Chinois par rapport à ça, c'est qu'ils disent, voilà, les voitures, c'est comme les téléphones. C'est-à-dire qu'il y avait l'iPhone, donc c'était cela, et puis après, il y a eu tous les taux de téléphone. Et ils se voient exactement dans la logique des téléphones. Et puis à ceux qu'on n'attend pas, tiens, Baidu, on connaissait évidemment le moteur de recherche, on les présente toujours comme le Google chinois. Alors c'est vrai qu'on les voit un peu moins dans l'IA, il paraît qu'ils sont un peu moins performants, mais enfin ils travaillent en tout cas autour de tout ça. Et ils sont aussi fait des taxis autonomes. Toujours les noms un peu compliqués. La voiture s'appelle un Apollo Go RT6. Et voilà qu'ils sont en train de les tester. Où ça ? En Suisse. Ils se sont associés à Postbus, qui est une filiale de Swiss Post. Hein. Alors, c'est dans 3 cantons en Suisse. Alors, là, ils vont commencer à tester ça au mois de décembre. Le lancement officiel, ce sera en mars 2027. Ils font comme tout le monde. Hein. Il y aura des utilisateurs lambda. Il y aura quelqu'un derrière le volant au début, avant qu'on transforme. Mais on voit que ça y est, hein, c'est parti. Waymo est à Londres. On va voir arriver ça d'ici peu en France aussi, Alain. Oui, c'est clair qu'on voit surtout que l'Europe est le terrain de jeu entre finalement des technologies américaines d'un côté, des technologies chinoises. Et moi, la question que je pose assez régulièrement sur le sujet, c'est où sont les alternatives européennes, quoi. Le choix de Baidu est assez malin d'arriver en Suisse parce qu'on est sur la réglementation qui est quand même assez stricte et avec du coup cette logique de partenariat, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas tout seuls, ils arrivent en collaboration pour vraiment avoir ce temps d'adaptation culturelle, réglementaire et bien comprendre finalement la poste suisse. Exactement. Voilà, et puis les conducteurs suisses sont peut-être moins latins que certains Italiens que de ce côté-ci de la frontière. Moi, je travaille avec les gens en Chine qui s'occupent de ces technologies. Donc, il est clair que la nouvelle posture dans l'IA chinoise, c'est d'aller 100% vers l'export et 100% avec des partenariats. Pour 2 raisons principales. D'abord, ils ont compris que quand ils y allaient tout seuls à la Huawei, ça finissait mal parce que les gouvernements des différents pays, les Américains leur ont fermé la porte, mais les Européens ont peur. Oui. Donc, quelque part, ils ont d'abord besoin de rassurer. La deuxième, c'est pourquoi c'est des technologies ? Parce que, au moins en Chine, la voiture autonome, elle marche déjà. Hein. Moi, c'était ma grande surprise. J'ai pas vu de truc très convaincant à part de Waymo à San Francisco qui sont complètement autonomes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Les capteurs, les voitures, ça marche. Maintenant, il faut des cartes. Et la difficulté pour un Chinois, c'est d'avoir des cartes hyper précises. Qu'est-ce qu'une poste, si ce n'est le meilleur cartographe d'un pays, puisque les facteurs vont sur même les routes les plus improbables. Et donc, en fait, ce que cherchent les Chinois aujourd'hui, et ça peut driver leur partenariat, c'est de pouvoir cartographier avec autant de précision qu'ils l'ont fait en Chine, puisque c'est le gouvernement qui leur a donné tous les éléments, les pays d'Europe pour pouvoir savoir, pouvoir piloter leur fameuse voiture. C'est toi, Thomas, qui nous disais que cet été, tu étais en Chine et avec un ami qui t'a emmené dans sa maison de vacances ou de campagne. Et même sur les plus petites routes, la voiture, elle savait où elle était, elle savait... Toutes les choses que, quand j'étais chez Google, mes ingénieurs en AI pour voiture me disaient qu'elles n'étaient pas possibles, je les ai vues résolues quand j'y étais. Ouais. C'est-à-dire... Un homme sur la route, parce qu'en fait, on n'aime pas, quand une voiture autonome arrive, un être humain est dangereux. Donc, on a vu les pylônes de travaux sur la route, la voiture les a évités. On a vu une charrette, parce que sur les routes chinoises, il y a de tout, surtout quand vous allez à la campagne. Tout ça, ça a été traité d'une manière... sans à-coup. On était toujours vivant pour nous le raconter, en plus. Bien. Et j'ai eu très peur, parce qu'avec mes réflexes européens, moi, je croyais que ce n'était pas possible. Par contre, c'est pas exporté, c'est dans un cadre où, si jamais vous mourrez en Chine, c'est moins coûteux. À mort aux États-Unis, c'est de 10 millions de dollars. À mort en Allemagne, c'est 1 million d'euros. Et à mort, c'est le prix le tarif des assureurs. Et en France, c'est 350 000 euros. Et en Chine ? Je pense que ça se négocie. Comme quoi le capitalisme a vraiment touché la Chine. Mais c'est quand même aussi le problème de toutes ces révolutions. L'IA aujourd'hui sur un véhicule et un être humain, on benchmark grosso modo un être humain, c'est 1 mort par million de kilomètres parcourus.
grosso modo, quel est le seuil d'acceptabilité, ce que je donne toujours à mes étudiants, quel est le seuil d'acceptabilité du nombre de morts par million de mètres parcourus qu'on est prêt à autoriser à une IA. Et en fait, c'est dans une démocratie impossible. Oui. Parce que même si on vous dit un mort pour 10 millions de kilomètres parcourus... On va arrêter toutes les expérimentations. Quel homme politique peut assumer ça? En fait, et pourtant, ça sera 10 fois mieux que les humains. Et ça serait 10 fois mieux que les humains. Et c'est tout le paradoxe qu'on a, et la difficulté que des régimes très juridiques comme les Américains, où c'est très cher le mort, ou des régimes très autoritaires comme l'Asie, sur lesquels ça se négocie. Et d'ailleurs, Elon Musk le disait, notamment là, dans son intervention, il expliquait qu'il était paranoïaque de cet aspect-là, parce qu'effectivement, il sait très bien qu'au premier mort... il l'a vu, dès qu'il y a eu le moins d'accidents, il y a eu des accidents avec Uber, il y a eu des accidents avec Tesla, tout de suite, on arrête tout, on revoit, il faut que les voitures repartent, enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses. Tristan, toi, ton regard un peu sur justement cette expérimentation en Suisse, taxi autonome, tu monterais dans un taxi autonome ? Ouais, avec un casque, ouais. Non, mais pourquoi pas pourquoi pas. Je sais pas si je serais tranquille, mais c'est difficile de dire mon émotion parce que je l'ai pas encore vécu. Peut-être que je serais complètement flippé. C'est ce qui se dit. Alors, Léa et François Sorel Léa Benaïm et François Sorel sont actuellement, qui sont traditionnellement aux commandes de cette émission, sont actuellement à San Francisco et ils ont envoyé sur Instagram. J'ai vu des vidéos. Il paraît que la première fois, tu filmes, tu dis c'est comment, et la deuxième fois un petit peu, puis la troisième fois, on fait même plus attention. Ouais, ça y est, c'est un taxi quoi, en fait. Voilà. Exactement. Et donc, c'est assez... Mais je pense que oui, il y a cet aspect cartographique qui est important. Et... Alors, moi, il y a un truc sur ce que tu disais sur la cartographie. On a la chance en Europe d'avoir des trucs comme OpenStreetMap qui sont complètement en open data, qui sont parfois bien meilleurs que ceux de Google dans certains cas, et qui sont librement accessibles. Donc, moi, je pense que... Enfin, je ne sais pas, parce que je suis moi-même amateur et contributeur d'OpenStreetMap, je ne sais pas ce qui leur manque dans OpenStreetMap pour faire ce dont ils ont besoin. Aux Chinois oui, aux Chinois. En fait, ils ont... j'avais peut-être expliqué la dernière fois, en fait, chez Huawei, qui est en fait le grand pilote de cette cartographie et de l'organisation. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on avait un Huawei Cloud qui était présent au salon de l'auto mondial de l'auto il y a un an. Donc aujourd'hui, le problème, on peut le considérer comme quasiment résolu dans les grandes villes chinoises. C'est-à-dire que quelque part, ils ont la cartographie et ils ont aussi des routes actives qui envoient des signaux aux véhicules. Donc le système est connecté de différentes manières. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas en Europe où ils n'ont... En fait, pour que un système de véhicule autonome fonctionne, il y a 3 choses qui doivent fonctionner. Le véhicule qui doit fonctionner comme un robot intelligent, le conducteur de la voiture d'à côté qui doit fonctionner comme un robot comme prévisible, et une connaissance parfaite de l'environnement, c'est-à-dire de tout ce qui peut exister. Sachant la signalisation, sachant que grosso modo, les state of the art aujourd'hui de la recherche, c'est qu'il faut, pour avoir un véhicule autonome, contrôler parfaitement 2 de ces 3. Et donc, en fait, on voit que s'il y a des petits tricks, quoi. En fait, chez Google à San Francisco comprend parfaitement les routes de San Francisco et donc peut faire le taxi autonome. Les Chinois contrôlent parfaitement les routes et peuvent faire le taxi autonome. Or, aujourd'hui, on ne contrôle pas parfaitement les routes. Ça va au-delà de la cartographie. C'est les cartographies, la capacité qu'a le véhicule à échanger des informations avec son environnement. D'accord. OK. Alain, en France, oui, on va de toute façon y arriver. Oui, c'est clair. Après, le vrai sujet, ça va être le sujet de l'adoption. Tu évoquais l'effet que ça peut produire quand on rentre dans un véhicule autonome. C'est vrai que la première fois, il y a un côté un peu fascinant quand même. Et même un jugement humain qui n'est pas du tout le même que celui de l'ordinateur. Donc, ça produit des trucs vraiment à sensation, on va dire. Mais en fait, on s'y habitue très vite. Et puis, on voit, notamment quand on regarde les chiffres de Waymo à San Francisco, en fait, la croissance est extrêmement rapide. Parce que tu as de fait la capacité du coup de modéliser les flux de demande, de destination, tu peux faire de l'optimisation. Enfin, voilà, là, on rentre du coup effectivement dans une logique d'optimisation complète du transport de cette manière. Et moi, j'avais vécu une expérience, c'est pendant Roland-Garros, il y a des bus autonomes. Alors, il y a quand même quelqu'un derrière le volant parce que la législation française l'exige, mais j'ai été très surpris. Une nuit tombante, un cycliste qui arrive sur le côté que personne n'avait vu, lui, il l'avait vu, et
tout tranquillement, il l'a freiné pour le laisser passer. Et autre expérience que j'ai trouvé très drôle, c'est il y a un monde de fous qui sort de Roland-Garros. Voilà, les gens respectent pas les feux pour traverser. Et là, c'était feu vert pour le bus. Il s'est avancé. Il y a 2 personnes qui ont grillé le feu, voilà, qui parlaient, qui faisaient pas attention, qui ont traversé. Il a freiné. Par contre, juste après, il y avait d'autres gens qui allaient les suivre. Il s'est avancé pour leur montrer quelque part en disant non, c'est à moi. J'ai trouvé ça, mais à petite vitesse. Une assertivité du robot, en fait. Non, mais presque pousse-toi, humain. Les robots la programmation, c'est surprenant dans une Waymo, c'est l'assertivité. Moi, je ne m'attendais pas à autant d'assertivité du véhicule, mais ça a dû être testé. Ouais. Il faut mieux. Les gens ont peur de la grosse voiture. Montrer qu'on y va. Ouais. Et ça, c'est. Alors, l'autre chose qui est intéressante sur les Waymo et qu'on m'a expliqué chez Google, c'est qu'en fait, la difficulté, c'est surtout les lieux de pause et de dépose. Oui, c'est ça. Et en fait, ceux-là, ils sont connus. C'est en fait, la voiture ne va pas vous chercher n'importe où. D'accord. Et ne va pas vous déposer n'importe où. Elle va vous déposer près d'un endroit, mais un endroit dont on sait qu'il est safe. Et qui est sécurisé, exactement. Qui est sécurisé pour la voiture. De toute façon, c'est clair qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude pour un algorithme. Donc, le petit coup d'œil entre conducteurs humains pour se dire tu vas pas. Tu m'as vu. C'est ça. Alors, autre chose, on n'était pas dans l'incertitude, on se doute qu'ils vont finir par sortir quelque chose. C'est cet iPhone pliable, alors dans le sens de la verticale, comme un téléphone à clapet. Alors, c'est un leaker coréen bien connu qui dans une revue qui s'appelle GSM Arena s'est fait l'écho, qui pense que ça y est, Apple est en train de réfléchir et préparerait pour 2028 son téléphone à clapet, son téléphone pliable, donc qui permet d'avoir un écran plus grand. Oui, c'est le sens de l'histoire. Alors, en tout cas, c'est un marché, puisque Samsung a très bien réussi sur ce sujet-là. Donc, c'est un marché réel. Je pense qu'il y a aussi un momentum, c'est-à-dire qu'on voit quand même les difficultés d'Apple sur l'intégration de l'IA dans ses téléphones. Arrive quand même la date de 2027, qui va être quand même le 20e anniversaire de l'iPhone. Donc, il y a probablement un enjeu d'embellir un peu la roadmap avec des choses un peu marquantes, un peu visibles. Et c'est vrai qu'un des grands points de force historique d'Apple, c'est quand même la gestion finalement du hardware, de son affichage, du design sensoriel finalement du téléphone. Donc c'est pas trop surprenant compte tenu de ces différents éléments. Après, pour avoir quand même testé ces technologies-là, il faut que ça soit à la hauteur justement de la bonne intégration d'Apple, de l'exigence d'Apple, parce que la pliure et la charnière, franchement, il n'y a rien de pire quand on a l'habitude de belles résolutions sur un écran. C'est bien amélioré quand même sur les Google, les appareils Google, c'est quand même pas mal. Ah mais ça a beaucoup progressé, mais bon voilà, il faut que ça soit à cette hauteur-là. Donc est-ce que le timing qui est indiqué va être effectivement tenu? Bon voilà, faut être vigilant là-dessus. Moi, je trouve que l'iPhone Air qui est sorti, qui est très très fin, nous donne aussi un aperçu peut-être de ce qui pourrait être une des parties de ce téléphone. Ouais, pour moi, c'était effectivement l'iPhone Air, c'était. On rappelle, l'iPhone Air, c'est la version très fine, très fin. Effectivement, c'est peut-être un demi-téléphone. Une industrialisation, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Il faut le dessiner, mais après, il faut arriver à le produire en masse. Et ils peuvent pas prendre des risques de ruiner leur réputation en sortant quelque chose qui est pas fiable. Et donc, ils font des petits pas. Et là, l'iPhone Air est peut-être ce petit pas qui permet de tester la possibilité industrielle de faire des téléphones très très fins, ce qui fait qu'on pourrait le replier et avoir une double épaisseur pour faire un téléphone pliable derrière. Thomas? Alors, il y a plusieurs choses à comprendre dans l'écosystème et la dynamique qui est en train d'arriver sur Apple. Bon, d'abord, ils ont un challenge, effectivement, d'innovation. Ils ont besoin de se renouveler. L'écran est un des derniers éléments qu'Apple ne maîtrise pas. Il maîtrise maintenant le semi-conducteur, il maîtrise le modem. L'écran, ils sont en train de sortir Qualcomm aussi, sur la partie modem. Sur la partie modem. Et donc, en fait, la question, c'est sur les écrans, il est dépendant. Il y a 2 fabricants majeurs qui sont Samsung d'un côté et BOE de l'autre, qui est une boîte chinoise. Oui. Et donc, la première des questions, c'est est-ce que le nouvel écran, ça va être... Et les investissements qu'il faut pour faire des écrans sont de l'ordre de ce que Apple peut faire, mais il n'y a que Apple qui pourrait faire. Donc, il faut regarder un peu s'il y aura acquisition ou pas. Mais je vois difficilement aujourd'hui Apple se lancer dans un truc comme ça sans avoir un très bon contrôle de sa supply chain, au-delà de la qualité. C'est-à-dire, quelque part, penser l'Apple est maintenant quasiment, à part l'écran, totalement... Donc ça va expliquer le timing que ça va prendre. Je pense qu'Apple ne se lancera pas tant qu'il n'aura pas un contrôle complet de sa supply chain et il ne pourra pas être dépendant d'un fournisseur chinois compte tenu de tout ce qui se passe.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en Chine, il y a maintenant Huawei et les autres, toute une gamme de produits hybrides qui vont du téléphone à clapet au téléphone comme un livre, et surtout le nouveau qui est plus important, qui est en 3. Le truc en 3, qui aujourd'hui est un des gros succès de Huawei, mais que en fait il y a plusieurs versions du truc en 3. Il y a celui en 3 qui se plie comme ça, comme un éventail, et puis il y a celui qui se déplie comme une grande toile, et ça va de toutes les manières impacter non pas seulement l'iPhone, mais iPhone, iPad et Mac. Donc, quelque part, cet écran, il est obligatoirement parti d'une stratégie plus globale de portage ou peut-être d'unification de l'operating system vers finalement des écrans extensibles. C'est un peu comme ça que c'est en train d'être utilisé. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'Apple n'est pas un innovateur. Il est un améliorateur, un marketeur. Donc, là, on arrive à un point où les usages commencent à être suffisants sur les écrans. La durabilité des produits... à supposer qu'on a la supply chain qui va bien est bonne. Donc, c'est sûr que ça va converger 2027-2028 avec le risque d'obsolescence d'Apple, parce que honnêtement, le TravelMate, là, avec ces 3 trucs, moi, je voulais l'acheter. Ça coûtait $3,000. Mais c'est quand même une offre qu'on n'a pas de transformer en plus, il n'est pas si épais que ça. Ah non, il est épais comme un iPhone, quasiment. C'est incroyable. Ouais. Ben on va suivre ça, et puis d'autant qu'on a après des Johnny Ive, donc ancien designer d'Apple qui travaille avec Sam Altman d'OpenAI, qui nous prédit de nouveaux équipements connectés, mais qui seront sans écran, parce que là aussi, les lunettes, ça va changer des choses. Peut-être qu'on va vivre... Alors, les systèmes en 3D, enfin holographiques et tout ça, on verra ça encore plus tard, mais voilà. Je pense que le téléphone à écran a quelques beaux jours devant nous. Oui, je m'en fais pas trop pour ça, mais voilà. Mais effectivement, ça pourrait être remis en cause par ce genre de choses. Allez, on marque une courte pause, on va revenir avec nos débriefeurs, on va enchaîner avec le sujet de Meta qui licencie. Alors c'est 600 personnes, ça fait pas beaucoup, parce qu'à une époque ils étaient à licencier des dizaines de milliers, enfin des milliers de personnes, ça a été jusqu'à 10 000. Bon, c'est vrai que la période Covid, ils avaient beaucoup embauché aussi de ce côté-là. On dira un mot sur ChatGPT Atlas, puisqu'on a un spécialiste, enfin 3 spécialistes, mais notamment Tristan qui a dirigé la fondation Mozilla avec Firefox pour nous dire un petit peu ce qu'il en pense. Et puis tiens, 3e sujet, on va profiter d'avoir un prof et 3 anciens élèves autour de ça pour revenir sur... C'est un livre qui est sorti, Ne faites pas d'études, c'est Olivier Babot et Laurent Alexandre. Et ça on les entend beaucoup sur les ondes, différents médias, et ça nous interpelle beaucoup, là, la façon dont il faut éduquer les jeunes aujourd'hui. On va en reparler dans cette 2e partie. Tech & Go, reste avec nous, on est encore ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, débrief de la tech, c'est reparti avec nos débriefeurs vedettes. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, Thomas Serval, PDG de Barracuda, dont on salue aussi les enfants. On avait salué ceux d'Alain, et puis les enfants de Tristan Nito, ils sont déjà beaucoup plus grands, mais ils regardent sans doute. J'espère bien quand même, non mais oh. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Meta qui licencie des centaines de personnes de son pôle. Quand je dis des centaines, c'est 600. Ça paraît un peu moins qu'à l'époque où on parlait des milliers de licenciements, mais c'est quand même un signe. Ils veulent réduire la taille des équipes, notamment de leur laboratoire FAIR, c'est pas la partie super intelligence. Quel signal ça envoie, selon toi, Alain ? Ça envoie le signal que clairement il y a besoin de trouver un second souffle sur la partie Gen AI et IA du côté de Meta. Alors il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Je veux dire, embarquer Meta AI dans les lunettes, c'est assez malin. Mais on voit malgré tout que par rapport aux gros éditeurs, gros mastodontes comme OpenAI, Anthropic ou Perplexity, finalement Llama est quand même pas aujourd'hui le modèle le plus cité. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Du coup, il y a un gros axe effectivement super intelligence avec l'acquisition. Là, c'est le TBD. TBD Lab. Exactement, donc c'est devenu le TBD Lab. Donc du coup, peut-être qu'il y a besoin de redispatcher un peu les ressources. Ce qui a été annoncé, c'est que les 600 postes sont effectivement supprimés, mais peuvent être dispatchés à l'intérieur du groupe Meta. Mais c'est quand même dans FAIR, qui est le développement de l'IA. Le AI de FAIR, c'est Artificial Intelligence. Oui, mais c'est probablement un enjeu en fait de vision et peut-être
peut-être de dissonance en termes de vision à l'intérieur du groupe. D'ailleurs, il y a quelques tensions. Je voyais qu'il y a un des co-créateurs de ChatGPT qui était arrivé qui s'appelle Chengjia Zhao. Il a failli partir, puis on dit sinon tu vas être directeur scientifique. Enfin voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même des hommes et qui ont leur carrière, qui ont leur vision des choses. Et des égos. Et des égos, exactement. Donc moi j'ai des amis là-bas, donc j'ai des informations de différentes sortes. Donc il faut voir que Meta avait commencé très tôt dans l'IA avec FAIR, avec Yann Lequin qui avait établi des centres de recherche partout, mais avec un projet très recherche. Et puis Mark Zuckerberg, on n'avait rien à faire. Et puis quand il y a eu l'échec de son métaverse, il s'est réveillé un matin dans son île à Hawaï en disant mais l'AI c'est le truc que je peux pas rater, et on est passé de j'en ai rien à faire à c'est la plus grande des priorités pour nous, pour la survie, etc. Et là il s'est mis à donner des moyens quasiment illimités à des chercheurs. Mais vous donnez des chercheurs, ils cherchent. Donc quelque part, lui, il pensait faire des produits, puis tout d'un coup, il a eu des chercheurs qui ont fait d'autres produits de recherche. Il faut voir que, par exemple, OpenAI, le ChatGPT, 6 mois avant, FAIR l'avait pour les brevets, et ils n'ont pas voulu le sortir. Enfin, il y avait cette idée de ne pas penser consommateur. Donc quelque part, il s'est dit, OK, on va mettre des produits. Et donc, il a commencé à hybrider son laboratoire de recherche avec des gens qui travaillaient sur des produits qu'ils allaient mettre dans la roadmap de Meta. Donc ça, c'est la deuxième couche. Puis après, il y a une troisième couche qui est, il y a eu la chance de faire fonctionner les lunettes. Et là, tout d'un coup, il y a eu un appel d'air où les gens se sont dit, non seulement ils veulent des produits, mais il faut des produits qu'on mette dans les lunettes. Donc là, tout d'un coup, il y a les gens qui s'occupaient des lunettes, les gens qui s'occupaient des produits, les gens qui s'occupaient de la recherche fondamentale. Et c'est devenu déjà, parce que c'est un gros bordel Meta normalement, mais là, c'est un gros bordel encore plus, parce que contrairement à un Microsoft dont c'est le métier, ou à un Google qui a le cloud, ou à un OpenAI qui peut vivre que de ça, Meta, c'est pas son métier. Historiquement, il a utilisé l'AI pour faire de la publicité. Donc, ils n'ont pas eu cette pensée stratégique. Et donc, quelque part, là, tout d'un coup, il a repris peur, et c'est là où il s'est mis à faire son shopping, à acheter à coups de milliards les top guys de Apple, etc. Et à coup de milliards, tu as raison, parce que c'est à coups de milliards. 100 millions de dollars à l'embauche, 100 millions de dollars premier salaire. Et là, l'achat de Scale AI à 6 ou 7 milliards aussi. Et donc, en fait... Scale AI, oui. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'à ce moment-là, les gens qui travaillaient sérieusement à faire des produits, des roadmaps, et qui commencent à essayer de sortir quelque chose, ils n'étaient même pas au courant. Le laboratoire de la super-intelligence, donc ça leur est revenu. Donc d'abord, c'était une grosse phase de démotivation, et une partie des gens que je connais qui travaillent là-bas attendaient de savoir quand est-ce qu'ils allaient être virés, parce que quand vous embauchez des gens à des milliards en disant que c'est les dieux, ils ont un avis. Et puis après, il y a une autre petite bataille qu'il faut quand même expliciter, c'est qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais les meilleurs dans l'intelligence artificielle mondiale, c'est les Chinois. Ils ont mis un Chinois ou quelqu'un d'origine chinoise à la tête. Je parlais Chengjia Zhao. Ils sont tous avec des noms chinois, alors chinois américanisés, etc. Mais avant, il y avait beaucoup de Français, là, il y en a beaucoup moins. On sent qu'il y a aussi un petit remplacement qui est en train de se faire, parce que on se parle plus vite quand on parle en chinois, on va un peu plus vite. Et donc c'est vrai que c'est un bordel, mais qui est nécessaire, parce qu'il y a 4 ou 5 équipes qui se font concurrence. Il y a le chef qui dit atteignez des objectifs qui ne sont pas atteignables aujourd'hui. Il y a les équipes produits qui ont dit il faut qu'on sorte des choses dans les lunettes. Et donc ça, de toutes les manières, c'est plutôt sain. Donc nous, on surréagit quand il y a 600 personnes qui sortent. La plupart de ces gens-là, ils s'attendaient depuis longtemps à être virés parce qu'on leur donne plus rien à faire, parce qu'ils sont dans la matrice et ils sont perdus dans la matrice. Donc, c'est plutôt rassurant de penser que on est en train de tailler le rosier pour lui permettre d'avoir plus de sève et de faire des belles roses. Pour les répartir ailleurs, quoi. Voilà. Donc c'est un peu dit en fait il y avait du bois mort et il fallait pas du bois mort. Il y avait trop de gens dans des directions pas contrôlées et donc c'était pas du bois mort, mais en tout cas c'était du bois qui n'intéressait plus Mark Zuckerberg. Et le couple dans FAIR est important, parce qu'en fait, FAIR, c'était de dire, nous, notre métier, c'est pas de faire des produits, on réinvente et on fait avancer la recherche. Là, il y a quand même un message qui est de dire, vous êtes bien gentils. Et en plus, avec Lama, ils sont plantés. Enfin, si tu veux, c'est qu'on leur donnait des sous. C'est pour ça qu'on entend régulièrement des rumeurs. Yann Lequin est-il toujours là, est-il parti? Lama a fait quelque chose pour la communauté et pour nous, Français, quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est-à-dire qu'il a vendu et il a fait basculer. Et pour les Chinois, c'est ce qu'on a reproché aussi à faire, c'est qu'il a fait basculer le modèle de référence de l'intelligence artificielle du propriétaire fermé vers l'open source. Ah mais et pour ça, il a tout mon soutien. Et je suis navré qu'il... Et derrière, ça a donné DeepSeek. Je suis pas un fan de Mark Zuckerberg. C'est Lama qui a donné DeepSeek, en fait. C'est bien cette dynamique qui a permis et maintenant, Zuckerberg a dit, mais j'ai fait la plus grosse connerie du monde. En offrant mon savoir-faire, j'ai permis aux autres de me rattraper.
Après, voilà. on voit aussi que ce que ça traduit, c'est que, y compris pour des sociétés de la tech historiquement innovantes, c'est pas si simple que de faire une transformation autour de l'IA, transformation de son organisation, effectivement rationalisation, c'est-à-dire gérer toute la chaîne de la partie recherche, R&D, jusqu'à je sors des produits qui passent à l'échelle pour concerner des centaines de millions ou des milliards de personnes. Et on voit que du coup, ça nécessite effectivement une organisation, une vision partagée. C'est pas juste une somme d'individus, quand bien même c'est que des rockstars de l'IA, quoi. En plus avec des égos. Oui, mais c'est le problème des rockstars. C'est comme une équipe de foot. C'est pas parce que tu mets ta ligne des champions les uns côté des autres que ça fait une bonne équipe. Ils ont 11 Mbappé, quoi. plus que ça. Non, mais donc voilà. Donc du coup, c'est un vrai enjeu aussi de management et mine de rien, Mark Zuckerberg, avec le passage par le métavers qui a quand même pas franchement marché. Je te trouve bien poli. Oui, c'est ça. La suite autour de l'IA, on voit que bon, la vision a quand même un peu du mal à être imprimée. Pour ces choses-là, il aime bien il a un management en grand râteau. Il aime bien avoir tous ces gens-là, cette équipe TBD Lab là autour de lui, voilà où il les lance un peu autonomes, un peu. Enfin, j'imagine qu'en management, c'est pas aussi simple. Je voulais qu'on revienne aussi un instant. Ça a été annoncé il y a 2 jours. On l'avait pris juste au dernier moment avant de démarrer Tech & Co. C'était ce lancement du navigateur ChatGPT Atlas par OpenAI. Vous connaissez évidemment Chrome, vous connaissez Firefox, vous connaissez Opera, vous connaissez évidemment Internet Explorer, enfin Edge maintenant. Cette semaine, ça s'appelle Edge. Ouais. C'est ça le temps Edge. Passe. Comme le temps passe. Voilà que ChatGPT OpenAI nous a sorti son navigateur. Alors, il y avait déjà eu un essai avec Comet et Perplexity, Perplexity qui avait sorti son propre navigateur. Il a intégré. Hier soir, on avait Cédric Ingrand, Jérôme Colombin, qui ont déjà commencé à tester. Alors parce qu'il est uniquement disponible sur macOS pour l'instant. Il sera bien entendu sur Windows. Il dit que c'était quand même assez incroyable. Alors, j'ai pas essayé malheureusement, mais alors il y a quelque chose qui est profondément perturbant pour moi. C'est en fait un navigateur. Techniquement, on appelle ça dans le jargon du W3C, qui est l'organisme qui fait les normes, on appelle ça un user agent, c'est-à-dire que c'est l'agent de l'utilisateur, c'est ce qui représente l'utilisateur. Ouais. C'est quelque chose qui est profondément intime avec l'utilisateur et qui doit être neutre et qui doit protéger l'utilisateur du reste du monde, parce qu'en fait, le web, l'internet, il y a des endroits qui sont pas, où tout le monde n'est pas un bisounours, quoi. Et donc, en fait, il faut avoir profondément confiance dans son user agent, dans son navigateur. Et d'où l'intérêt de l'open source, parce qu'il apporte de la transparence. C'est les agents de l'agent de l'utilisateur. Voilà. Et là, ça commence à devenir compliqué, puisqu'en fait, sous prétexte d'innovation, le user agent, il y a une IA dedans, il va collecter de la data à mort, il va piloter les agents, éventuellement s'en servir, et l'utilisateur devrait faire des choses pour se protéger de la collecte d'informations de ce qui est l'extension de lui-même. Et je trouve ça... je ne sais pas si ça peut marcher, en fait. Peut-être qu'ils sont allés trop vite, trop loin, ou parce qu'ils ont une pression de dingue pour être concurrentiels vis-à-vis des autres. Il y avait quand même pas mal de choses. On connaissait déjà ce changement où avant on rentrait des mots-clés, puis après maintenant la barre de recherche de Google nous cherche, on met n'importe quoi et puis on y arrive quand même. Là, c'est carrément tout de suite on rentre à un prompt ou un mini-prompt et puis ça y est, on rentre dans le système. Et pour des vétérans du web, effectivement, il y a eu une phase très ouverte de l'Internet avec Mozilla, puis après il y a eu une phase fermée où Internet Explorer a essayé avec la puissance de Microsoft de tout normaliser, puis ça a explosé avec le projet Chromium et Chrome qui a open développé sur Chromium d'ailleurs. Oui, forcément, c'est prêt à l'emploi. Alors c'est important parce que en fait un des enjeux, c'est pas tant qu'il y ait le navigateur, mais c'est aussi que le web, parce que Microsoft avait commencé à essayer de le privatiser avec des sites web qui étaient particuliers, que le web soit le plus neutre possible, que tous les sites web fonctionnent de la même façon. Et donc on est arrivé sur ce plateau qui existe depuis 10 ans, avec d'un côté Safari, WebKit, etc., qui était de dire, c'est un peu technique, mais grosso modo, tous les sites web et tous les navigateurs fonctionnent de la même façon. Sauf que Chrome, peu à peu, a gagné tellement de parts de marché qu'il a fait changer la vie de l'utilisateur et a fait merger le moteur de recherche avec le navigateur, puisque en fait, on n'a plus utilisé la barre de recherche
Enfin, on avait accès à la barre de recherche. Ouais. Avant, on devait taper une adresse. HTTP, oui, en anglais, c'était location bar, c'est la barre d'adresse où on devait taper une adresse. Ouais. Et à côté, il y avait une barre de recherche. Historiquement, dans Firefox, il y avait une deuxième zone où là, on tapait des mots-clés. Et ça faisait une recherche dans un moteur de recherche. Tout dans le Chrome, et là, il a fusionné les deux. Chrome a fusionné ça sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Apple, avec à l'aide de Google, l'a renforcé, puisque c'est Google le moteur de recherche de base dans les choses-là. Donc les gens confondent aujourd'hui moteur de recherche et navigateur, ce qui est pour l'utilisateur beaucoup plus simple, parce que quelque part, pourquoi aller mettre Google et après taper la chose ? Là, c'est donc le premier touchpoint de l'utilisateur, et en fait, les grands de la vallée, pour exister et justifier leurs 1000 milliards de valorisation, il faut qu'ils soient le primary touchpoint, par le hardware ou par le logiciel. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle bataille qui vient de s'ouvrir, puisque finalement, le moteur de recherche, c'est plus Google par défaut, il y a Perplexity qui a montré la voie, et puis ChatGPT, etc. Et donc, il est indispensable pour ChatGPT de ne pas se faire intermédier pour que, quand on cherche, sur l'Internet, parce que c'est même plus sur le web, sur l'Internet. C'est intéressant qu'on ne parle même plus de web, parce que ChatGPT, c'est cherché sur le web et l'Internet, enfin, sur l'Internet et non pas que sur le web. Il y a des bases de données auxquelles il peut accéder. Mais d'ailleurs, moi, je pense même que ça va forcer. Enfin, ça va. Je me demande quelle va être là aussi la transformation de la façon de développer un site web. Parce que la façon dont il va voir, c'est pas. Il reproduit pas ce que l'on fait nous en cliquant à droite, à gauche, la photo, tout ça. Il va carrément chercher le code derrière. Donc ça veut dire peut-être qu'on. Mais il n'y a pas de modèle économique. Il faut aussi pas se rappeler bien que ça ne rapporte pas d'argent. Alain. Ouais, on assiste en fait à une réintermédiation. Je suis complètement d'accord avec Thomas. C'est désintermédiation, réintermédiation, et on lutte pour être le premier. Et la bataille entre Google, Gemini et OpenAI, ChatGPT, elle fait rage. Et le sujet, c'est effectivement pour OpenAI d'être le premier point de contact. Pour avoir testé l'outil en question, déjà il y a pas mal de défauts en fait, parce que on a clairement ce côté boîte noire où on ne sait pas trop comment s'effectuent effectivement les actions sur les sites. Donc il y a tout le sujet data qui est en train de défrayer la chronique, parce que ça collecte du coup possiblement énormément de data, y compris des données de santé, etc. Donc ça peut aller très très loin. Et puis il y a un sujet dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui moi me paraît assez critique, c'est en fait la notion d'injection de prompt. On pourrait tout à fait imaginer avoir sur des sites web des prompts qu'on va injecter et écrit en blanc sur blanc de l'utilisateur. La vieille astuce mais oui, voilà, blanc sur blanc, non mais qui marche très bien, qui permet du coup d'envoyer des consignes à l'IA, donc du coup aux agents IA embarqués dans le navigateur. Et du coup on parlait du web, la vision ouverte pour l'utilisateur. Ah bah oui. Oui, bien sûr. C'est invisible pour l'utilisateur, mais manipulant le user agent, et dans lequel tu es censé avoir confiance. Et là, finalement, c'est quelqu'un de l'extérieur qui te fait une attaque, une cyberattaque à base de prompt. Et la cyberattaque portant sur un individu humain. C'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir en fait induire en erreur avec ces notions d'injection de prompt sur ton propre site web. Donc du coup, tu maîtrises le truc et du coup induire une forme de réponse, etc. Le dernier point sur le sujet, au-delà de ces aspects sécurité, il y a clairement effectivement le business model où là, l'histoire on passe de je navigue sur un site, j'envoie du trafic à je fournis la réponse. Pour le moment, on n'a pas la réponse du business model qui va autour. Comment on finance les infrastructures IA et comment on fait en sorte que les entreprises, effectivement... C'est une grosse inquiétude de côté presse. Ça, exactement. Le zéro clic. C'est-à-dire que déjà depuis que Google s'est transformé de moteur de recherche en moteur de réponse, on a vu une fréquentation des sites de contenu qui font du vrai travail et qui se financent avec de la publicité, qui voient les visiteurs chuter et donc les revenus chuter. Et ça, c'est très préoccupant parce que une démocratie a besoin d'une presse de qualité et en bonne santé pour pouvoir fonctionner. En tout cas, si on tire un trait, on voit bien que depuis la presse et l'ensemble des gens qui produisent du contenu, on voit leur modèle complètement explosé, un peu comme on avait connu dans le MP3 il y a 25 ans. Et donc, quelque part, toutes ces chaînes de valeur qui ont été stabilisées avec l'économie de la publicité, elles doivent être repensées.
Et on n'est qu'au tout début de ces choses-là, avec probablement des catastrophes démocratiques, économiques et financières assez significatives. Les avocats américains se régalent déjà des procès en violation de la propriété intellectuelle. Mais d'ailleurs, ils refusent parfois d'assurer de travailler avec des OpenAI et ces gens-là en disant nous, ça risque de nous coûter un peu cher, donc on ne va pas vous assurer. Mais la paupérisation de la presse et des producteurs de contenu va encore plus s'accélérer et donc va basculer, si on veut tirer un trait, alors on ne veut pas faire vers le fait que ça va être des AI qui vont produire du contenu. Ça aussi, c'est très préoccupant. Justement, ça nous amène sur un autre sujet. Alors, c'est la formation. Parce que si les IA font du contenu, si les IA, à quoi ça sert d'apprendre à écrire, à quoi ça sert d'apprendre tout court. Et c'est Thomas qui avait... Alors, on a vu ce livre, vous l'avez certainement vu passer, c'est « Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA ». C'est Laurent Alexandre, voilà, qui des grandes gueules, il faut le dire, voilà, qui bouscule un peu tout ça. On est d'accord, pas d'accord avec lui. En tout cas, il lâche des choses et ça fait des discussions. Et puis Olivier Babot, qui a une réflexion, qui lui est un peu plus sage dans sa réflexion, mais qui envoie aussi pas mal de piques. Et donc, et dans cet ouvrage, en gros, il nous dit, alors, toi, c'est ce que tu dis, Thomas, dis-le rapidement qu'on ait tous le temps de parler. Il pose les bonnes questions, mais il n'apporte pas forcément les bonnes réponses. C'est toujours la grande force de Le but, c'est de dire comment on fait pour les jeunes aujourd'hui pour apprendre, alors qu'on a tout à portée de main. En tout cas, c'est moi, compris la traduction. Qui parle beaucoup avec des étudiants, qui recrutent beaucoup de jeunes talents. Effectivement, il y a des vraies questions existentielles de savoir qu'est-ce que je dois faire quand je sais lire, écrire. Parce que finalement, on a quand même besoin de savoir lire, écrire pour pouvoir parler à une IA. Avant, est-ce que j'ai besoin d'apprendre une école d'ingénieur pour apprendre à coder? Mais finalement, l'IA va coder. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à écrire? Très bien, mais l'IA, elle va écrire mieux que moi. L'anglais, mais j'apprends une langue étrangère. Donc en fait, tout ce qu'on apprenait à l'université, tout ce qu'on apprenait dans les études dites supérieures, eh bien, en fait, l'IA peut le faire. Et donc, c'est une question légitime des gens intelligents qui vont avoir leur bac aujourd'hui de se dire dans quoi je dois investir mon temps pour apprendre. Et donc, ce qui est... en tout cas, pour moi, une des bonnes questions, c'est on va connaître, au même titre qu'au-delà du web, etc., une sorte de révolution absolue de qu'est-ce que c'est apprendre et quelles sont les compétences qui sont pertinentes à l'ère dans un monde où l'IA va devenir pertinent. Et en fait, si on veut aller un peu dans la réponse, il est clair qu'on va être obligé d'apprendre à... c'est comme si on vous donnait un esclave et que vous devez pouvoir donner des ordres à cet esclave et lui apprendre des choses. Et donc, en fait, on n'a jamais pensé ça. C'est-à-dire, quelque part, on a toujours pensé que c'était nous qui devions apprendre à avoir des compétences pour après construire des choses, etc. Là, on vous aurez autour de vous des gens qui attendront plus ou moins que vous leur donniez des instructions. Mais donc, ça veut dire que ce que vous devez connaître n'est plus du tout ce que vous avez... il fallait connaître auparavant. Auparavant, notamment beaucoup moins de savoir. Alors, on verra un peu que doivent penser des jeunes ou des plus âgés dans un instant avec Tristan. Alain, toi qui es au contact, je le rappelle, directeur général adjoint de Neoma Business School, tu es donc au contact avec ces étudiants. Je pense que même ceux qui sont en première année par rapport à ceux qui sont en dernière année n'ont même pas ça bouge tellement vite. Voilà, quel est ton regard justement par rapport à... Alors, on est effectivement dans une période de profonde transformation du secteur de l'éducation. Alors c'est vrai dans l'enseignement supérieur, c'est vrai sur toute la chaîne. On peut intégrer le scolaire dans ces réflexions-là. Cette transformation, déjà, elle ne se vit pas du tout de la même manière. Quand on s'intéresse, j'ai fait une recherche sur le sujet, quand on est directeur d'un établissement, quand on est professeur, quand on est étudiant, et même selon les générations d'étudiants, ils ne le vivent pas du tout de la même manière. Un post-bac d'aujourd'hui ne va pas le vivre de la même manière qu'un étudiant qui est peut-être depuis 3 à 5 ans dans l'enseignement supérieur. Du coup, sur le sujet du ne faites plus d'études, en fait, c'est quand même important aujourd'hui de pas, et j'emprunte la formule à nos intervenants à Neoma, de ne pas être autodidacte avec un diplôme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre qualité et vitesse, pour le coup. Parce qu'une IA, mal utilisée, ça va faire très vite un truc très moyen. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de l'utiliser à bon escient. Donc d'avoir la capacité, par exemple, de poser les bonnes questions.
Donc, tu évoquais effectivement savoir lire et écrire. On peut rajouter savoir compter, parce qu'avec le truc des hallucinations, il y a quand même assez régulièrement des erreurs dès qu'on fait du logico-mathématique avec ces outils-là. Donc, c'est pas mal quand même d'avoir ces fondamentaux. Après, il y a d'autres fondamentaux. Par exemple, aujourd'hui, un sujet ou un thème comme la curiosité, alors évidemment, c'est pas une discipline, mais développer la curiosité des enfants, des jeunes générations, ça me semble fondamental, parce que déployer ces outils-là à grande échelle, ça veut dire qu'en fait, on rentre dans un monde complètement inconnu. Donc il va falloir être curieux de beaucoup de choses pour essayer de dessiner une vision de ce qu'il va falloir effectivement faire dans les entreprises, dans les organisations, auprès des administrations publiques, etc. Donc il y a des choses un petit peu comme ça. Il y a la fameuse histoire de l'analyse critique. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là, je préfère plutôt l'aspect métacognition. Alors c'est un terme un peu scientifique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on agit finalement dans quelque chose, qu'on ait une espèce de regard sur ses propres actions. Et que du coup, on rentre dans des logiques où on va apprendre de ses propres actions. Et du coup, c'est le apprendre à apprendre, et c'est avoir cette capacité finalement à manager des équipes qui vont mélanger des personnes humaines, des algorithmes. Voilà. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, si on regarde les curriculums assez classiques dans l'enseignement supérieur, malheureusement, le constat, c'est qu'ils forment encore beaucoup trop à des choses très traditionnelles et pas suffisamment au monde qui est en train de se dessiner, de s'écrire chaque jour qui passe. Oui, puis la difficulté, Tristan, c'est que on voit de plus en plus de jeunes qui ont du mal à trouver, même bien diplômés, parce qu'il y a certains métiers. Exactement. Là, il y a une étude de Stanford qui est sortie fin août, là, qui démontre qu'au niveau des développeurs de logiciels, il y a un niveau d'embauche qui est vraiment en forte baisse pour les juniors. C'est-à-dire les jeunes. Aussi dans les cabinets de conseil, chez les avocats. Oui, absolument. Et même aussi dans les call centers, en fait, ils se rendent compte que embaucher des juniors, c'est moins intéressant. Et en fait, on se rend compte que quand on utilise un jeune informaticien, donc relativement débutant, et qu'on lui confie une IA et qu'on lui donne une tâche à effectuer, en fait, l'IA produit des résultats qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que, en fait, la qualité du prompt, des instructions dès le départ, détermine la qualité du résultat. Et quelqu'un qui ne connaît pas bien le métier va avoir tendance à faire un prompt assez brouillon et donc avoir des résultats brouillons. Donc le junior, il va faire un prompt brouillon, avoir des résultats brouillons, et comme il n'a pas d'expérience, il ne va pas voir que le résultat il est nul. Donc au final, il va laisser passer des bourdes énormes. Vous prenez un informaticien senior qui a 10, 15 ou 20 ans de bouteille, lui, il voit le problème, il a une idée sur la question, il va prompter intelligemment pour éviter les écueils, et il va avoir un résultat de bien meilleure qualité, et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le résultat, il va être capable de le trouver et de corriger le problème. Donc ça veut dire quoi? Donc autrement dit, ça veut dire que les jeunes, on les embauche moins à cause de ça, les seniors sont plus demandés, les entreprises vont au plus simple et embauchent d'abord des seniors plutôt que des juniors. Mais si on ne forme pas de juniors aujourd'hui, comment est-ce qu'on aura des seniors demain, dans 10 ans, dans 20 ans? Et là, ça pose un vrai problème en fait, de comment est-ce qu'on va dominer les systèmes informatiques, contrôler, maîtriser ces systèmes informatiques dans 10 ans ou dans 20 ans. Une des choses que j'explique en général dans mes conférences en ce moment, c'est que les IA vont servir à deux choses: donner des outils aux seniors et entraîner les juniors à devenir des seniors. Et en fait, alors le risque c'est quoi? Il faut aller jusqu'au bout. En fait, le risque c'est quoi? C'est un peu comme on a de l'obésité parce qu'il y a de la sédentarité, c'est d'obtenir de la sédentarité intellectuelle. Puisque si vous êtes jeune et que vous êtes un peu malin mais pas trop, vous allez apprendre la paresse intellectuelle. Oui. Et donc en fait, il y a un peu comme on dit aux gens, bougez, faites du sport, etc. Il va y avoir une sorte d'impératif scolaire et dans l'ensemble du cours de la vie de forcer les cerveaux de nos nouvelles générations à être stimulés, à être entraînés, à travailler leur mémoire. Qui aujourd'hui utilise encore sa mémoire? On met tout dans le téléphone. Moi j'ai un exemple. Aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'a dit au bureau, j'arrête d'utiliser ChatGPT parce que je réfléchis plus du coup. Et en fait, on voit aussi, c'est marrant, quand dans ce qui clique aujourd'hui sur les trucs addictifs, c'est maintenez votre QI élevé, etc. Les gens ont un peu conscience qu'ils deviennent de plus en plus débiles, mais ils sont quand même addicts aux écrans. Donc en fait, ça va quand même avoir besoin d'être traité d'une manière même politique,
en disant, si on veut avoir des leaders et des pays développés et qui ne soient pas complètement asservis à des outils qui en plus sont américains, il va falloir qu'on ait une vision de l'éducation qui soit beaucoup plus dirigiste, type Troisième République. Allez, un dernier mot chacun. Il faut qu'on revienne en parler. Oui, non, mais clairement, résumer en quelques minutes, c'est assez compliqué. Mais une fois encore, on est sur une transformation majeure du sujet. Je pense qu'il faut réussir surtout à transformer le savoir en action. Alors, on pourrait appeler ça compétence. Voilà, mais un des conseils moi, que je donne aux étudiants de Neoma, c'est d'utiliser ces technologies-là pour être en capacité d'apprendre plus loin, sur plus de sujets, et certains le font extrêmement bien, et typiquement alors qu'on est dans une école de management, vont sur justement de la programmation de prototypes. J'ai en tête un casque de chantier connecté. Voilà, on serait cru au moment de la soutenance dans une école d'ingé, alors que au départ j'ai des étudiants en management. Eh bien, merci, messieurs. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, Thomas Serval, PDG de Barracuda, Tristan Nito, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Merci infiniment. C'était passionnant, encore une fois, sur tous ces sujets. Bien entendu, si vous avez manqué le début, les podcasts, les replays, on est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous voir aussi sur ce média. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause et on va parler de jeux vidéo, parce que là aussi, il y a beaucoup de révolutions. Il y a le e-sport, il faut que ça se féminise davantage aussi. Et bien, on va en parler avec notre spécialiste, c'est Melinda Davansoulas, que vous connaissez bien si vous suivez Tech & Co, et elle est accompagnée de d'autres experts. On en parle tout de suite, on est encore ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Allez, on est ensemble jusqu'à 21h et on va parler de quoi ? On va parler de jeux vidéo. Alors, que ça vous passionne ou pas, restez avec nous parce que vous allez voir, il y a plein de choses à raconter sur les jeux vidéo, parce savez-vous qu'en France, on est 7 Français sur 10 à jouer au moins une fois par an en jeux vidéo. 7 Français sur 10. Alors évidemment, c'est les petits jeux sur mobile, ça va jusqu'aux jeux AAA. Mais justement, on va essayer de comprendre tout ça. Pourquoi on en parle ? Parce que la semaine prochaine, alors c'est du 30 octobre au 2 novembre, Paris Expo, c'est juste à côté, porte de Versailles, c'est la Paris Games Week. 200 000 visiteurs attendus, 200 000 visiteurs. Alors allez-y, précipitez-vous là-bas si vous adorez les jeux vidéo, parce qu'il y aura pas mal de choses. C'est la 14e édition. On en parle justement avec Nicolas Vignol. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué général du CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et directeur donc de ce salon Paris Games Week. On y revient dans un instant. À vos côtés, Johan Faniz, fondateur de Digixart. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Avec donc créateur de jeux vidéo, l'un des jeux c'est Road 96. Oui. Voilà, et on aura l'occasion de parler justement de cette création jeux vidéo. Est-ce que l'IA vient challenger un peu cette création, et puis avec nous évidemment, vous la connaissez bien entendu, multijoueur dans Tech & Co. Allez voir, chaque semaine on découvre un peu tout cet univers, toutes ces innovations. Melinda Davansoulas, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Melinda, journaliste Tech & Co. Nicolas, 14e édition du Paris Games Week. Il faut quand même apporter un peu de nouveauté. C'est pas tout de voir les jeux vidéo et tout ça. Qu'est-ce qu'il y aura de neuf cette année ? Alors oui, il y a des nouveautés, on essaie de se réinventer à chaque fois, même si on est un peu les tyrannosaures de l'industrie, parce que 14 éditions, on commence à s'installer dans le paysage. Mais oui, on a prévu notamment deux grandes innovations pour les visiteurs. D'abord, on prend nos quartiers dans le Dôme de Paris. En plus de la porte de Versailles, on va prendre le Dôme de Paris, le Palais des Sports, et dedans, qu'est-ce qu'on va y faire ? On va proposer toute la journée des compétitions de jeux vidéo, d'e-sport, sur les licences les plus populaires du moment. Ça sera dans la journée, et le soir, on va offrir à nos visiteurs des concerts, soit des concerts qui joueront avec des orchestres philharmoniques les grandes musiques du jeu vidéo, parce que c'est très tendance, ou des concerts d'artistes comme Big Flo et Oli, par exemple, qui feront un concert en direct de la Paris Games Week dans le Dôme de Paris, parce que c'est des gros fans de la PGW et du jeu vidéo, et qui inviteront leurs copains à venir sur scène. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'inviter tous ceux qui aiment le jeu vidéo à venir à la Paris Games Week, mais aussi d'élargir l'audience de la Paris Games Week en se disant j'aime le jeu vidéo, mais je suis pas forcément très gros joueur, mais tiens, j'ai vu qu'il y a un concert, je vais aller à la Paris Games Week, d'être un salon de l'entertainment complet, quoi. Et puis l'actualité du jeu vidéo, elle est aussi au cinéma, parce qu'il y a le film Tron qui est sorti. Et non, mais du coup, qui m'a replongé à aller voir celui de 1982. Ouais, par là. Et justement, et c'était pas mal déjà. Voilà, j'étais un peu moins fan de celui du milieu, qui était pas mal aussi. Mais voilà, le tout premier nous avait quand même pas mal surpris. Melinda, qu'est-ce qu'on attend comme grande tendance du jeu vidéo ? Alors on parle évidemment beaucoup en ce moment des difficultés de certains éditeurs de jeux vidéo, de cette compétition qui est forte, mais on voit
On va revenir sur ce chiffre d'ailleurs. 7 Français sur 10 qui jouent. Bah oui, 7 Français sur 10. Et là, ils ont vraiment de quoi trouver. Comme à chaque fois. Il y en a pour tout le monde. C'est là, ce qui fait la force. Alors moi, j'ai pas raté une édition de la Paris Games Week. Je suis là depuis le début, donc je l'ai vu évoluer avec les bons et les mauvais côtés. Il y en a toujours pour tout le monde, et ça permet aussi de voir la richesse et le foisonnement du secteur français. On est extrêmement créatif, et c'est vrai que la Paris Games Week, moi, ce que j'aime bien, c'est le corner qui s'appelle plus Made in France cette année, où on peut découvrir toutes les pépites. Ça va de celle des écoles aussi, souvent, à des petits studios qui sont là, qui vont montrer leur jeu. C'est intéressant. On a souvent fait le reproche, et on a déjà discuté avec Nicolas, qu'on n'est pas les gros ténors qui soient là pour faire des grosses annonces. Est-ce que franchement, c'est la place de la Paris Games Week ? Moi, je trouve qu'on vit ça très bien aussi. Alors, je ne vais pas dire parce que le grand jeu mondial, c'est le ici. Non, il n'y a plus le 3. Ouais, c'est plus le plus grand salon, c'est la Gamescom. C'est la Gamescom, voilà. La Gamescom en Allemagne, où là, vraiment. Je suis assez sur l'E3. Là, on est sur quelque chose de. Ouais. Le 3, t'es un petit peu en retard. Ouais. Mais qui est gigantesque. On est plus à taille humaine quand même à la Paris Games Week, par rapport d'ailleurs à une certaine époque. Oui, parce que je dis 200 000 personnes, mais c'est déjà sur plusieurs jours. Et puis, si vous connaissez Paris Expo, c'est très grand. Et puis en plus, si on cite le Dôme, voilà, on peut accueillir tous ces gens. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses sur l'e-sport. L'e-sport est une tendance extrêmement forte en France. Cette année, on l'a vu, il y a eu des compétitions dans tous les sens. Il y a eu l'Evo encore il y a 2-3 semaines. On est une terre d'e-sport, et c'est aussi l'occasion de le rappeler. Alors c'est bien que ce soit au Dôme, c'est assez classe, on va pas se mentir aussi. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Il faut de la curiosité, il faut y aller. Il y a d'autres choses autour. Il y a la gendarmerie. Moi, je suis toujours morte de rire de voir la gendarmerie nationale là-bas, qui a un succès dingue. Mais c'est un moyen de recruter. Hein. Hier soir, on avait un colonel de l'armée de terre qui monte aussi des hackathons, des jeux vidéo pour attirer pas seulement des jeunes, hein, mais aussi Alors c'est sur la cyber, voilà. C'est sur la cybersécurité, c'est ça. C'est sur la cyber qui viennent, et ils ont une équipe e-sport qui est très forte, la gendarmerie nationale. Donc au-delà des clichés, ils ont un personnage dans Fortnite. Ils ont créé, c'est la première gendarmerie au monde, la gendarmerie française, à avoir un personnage avec des skins dans Fortnite. Et vous avez parfaitement raison, ils viennent aussi parce qu'en fait, dans le top 3 des profils qu'ils veulent recruter, il y a les gamers. Notamment parce qu'en fait, le gamer est quelqu'un d'assidu, quelqu'un qui recherche la performance, et c'est des profils, notamment dans la nouvelle génération, qui sont recherchés. Et ils ont un succès, mais absolu. Hein. Il faut aller voir la scène de la gendarmerie à chaque fois. Ils viennent avec les équipements spéciaux du GIGN, les voitures, généralement. Voilà, donc c'est vrai que la gendarmerie, c'est bien de les mettre à l'honneur. On a déjà envie, ça y est, on a déjà envie d'y aller. 7 Français sur 10, il y a quelque chose à dire autour de ce chiffre-là. Je disais, 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux vidéo, voilà, ça va du jeu, je joue à écraser des fraises sur mon mobile, à des jeux des jeux beaucoup plus sophistiqués. Alors non, vous avez parfaitement raison, ce 7 sur 10, on l'a corrigé un petit peu cette année parce qu'il est vrai, mais c'est vrai que il regroupe plein de pratiques différentes, mais c'est la réalité du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a des niveaux d'engagement très différents dans le jeu vidéo. On peut jouer une fois par an et parfois 12 heures par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 76% de ces 40 millions de Français qui jouent au moins une fois par semaine. Donc ça fait plus de 30 millions de Français qui sont des joueurs qu'on peut appeler presque réguliers. Donc ça veut dire que la base, elle est très solide, très costaud. Yoann Faniz, alors justement, fondateur de DigixArt. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui ? Moi, je suis toujours fasciné par évidemment les créateurs de jeux vidéo, et encore plus aujourd'hui parce que je me dis mais quel challenge quand on voit quand on entend James Cameron déjà, lui, réalisateur de films, qui se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir inventer aujourd'hui ? Il y a 20 ans, quand je faisais Terminator, personne ne pensait au futur. Là aujourd'hui, le futur, on le vit en live. Donc comment on trouve encore des idées Il y a encore tout à inventer. C'est comme n'importe quel art, il y a toujours des choses à créer. Et en France, on est d'ailleurs très 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 fort sur l'innovation dans le jeu vidéo. Cette année, il y a 2 jeux qui ont vraiment cartonné dans le monde entier, qui a été fait en France. À Paris, à Montpellier, de Sandfall et Slow Clap. Ils sont vraiment des cartons planétaires. Sandfall, c'est 4,5 millions. Même 5 millions déjà. Et c'est des studios un peu plus petits. Cette année, en fait, on se rend compte que peu importe la taille des jeux, finalement, c'est l'innovation, c'est le côté cool. Est-ce que c'est frais ? Est-ce qu'il y a une saveur dans le jeu ? Et on est très très fort en fait pour ça. Ça, c'est la question que peuvent se poser des gens qui connaissent moins cet univers du jeu vidéo. Alors, je parle vraiment des grands jeux, des grands Assassin's Creed, enfin, voilà, tous ces grands jeux. On a l'impression qu'il faut être comme un studio hollywoodien, alors ce qui est juste, hein, mais
comment on arrive justement à vivre à leur côté? Alors, je sais, il en faut pour tout le monde. Il faut des films indépendants et des blockbusters. Ouais. Le jeu vidéo, j'imagine, c'est vrai que le jeu indépendant a plus de place maintenant parce qu'aussi les outils ont beaucoup évolué. Oui. Avec les moteurs de jeu, comme on dit, il y a des logiciels en fait maintenant qui sont très puissants qu'on peut utiliser, qui sont utilisables gratuitement. D'ailleurs, les business models ont beaucoup évolué aussi. Donc c'est très pratique maintenant. On peut faire un jeu. Si on se dit là, je veux faire un jeu, même quelqu'un tout seul, on appelle ça les solo devs. Quelqu'un tout seul peut faire un jeu et peut le mettre sur une plateforme de vente de jeux et tenter sa chance. Est-ce que on est un pays de joueurs, mais aussi j'ai l'impression qu'on est un pays de joueurs de tout âge? Alors évidemment, comme le jeu vidéo existe depuis pas mal d'années, ceux qui jouaient à 10-12 ans il y a 30 ans, aujourd'hui ils ont 40 voire 50. Mais c'est l'âge moyen, c'est l'âge moyen du joueur. C'est combien? C'est autour de 40. C'est 40 ans. C'est nous. C'est nous. Il n'y a pas d'abrogation des retraites. Dans le jeu vidéo, il n'y a jamais de retraite en fait. Et surtout, il y a des joueurs, en effet, alors quand je dis très âgés, des vrais joueurs console PC, surtout PC, ont 60, 70, qui jouent encore et qui aiment. Alors moi, j'en ai rencontré qui étaient sur des FPS, sur des jeux de tir, mais qui s'éclatent et qui éclatent des jeux comme Civilization, des jeux de stratégie. C'est des profils très particuliers, mais on a beaucoup de seniors, comme l'a dit Melinda. C'est la variété du jeu vidéo qui fait ça. Après, ça permet de continuer à avoir une activité intellectuelle, si on veut. Enfin, oui, il y a plein de choses. Ça permet aussi de garder une vivacité d'esprit. La créativité du jeu, enfin, on est sur des dizaines de milliers de jeux par an qui sortent. On est sur peut-être un peu trop, mais au moins il y a de la place pour tout et pour tout le monde. Et on a des jeux surtout de très courts ou très longs. Donc on peut attirer tout type de joueurs. Quand on disait voilà, il y a 30 millions, je ne sais pas combien de Français on est à jouer, il n'y a pas que du jeu mobile. Ne voyez pas systématiquement quand la moyenne d'âge augmente. Quand on est en train de jouer à Candy Crush ou des choses comme ça. On a dépassé quand même un peu ce cliché-là. Ça existe, mais la variété et la créativité, notamment française, font que il y en a pour tous les goûts et c'est ça la force. Et autre chose, et on le voit dans les équipes d'e-sport notamment, ça se féminise. Ça aussi. Alors, ça se féminise dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, sans doute aussi, mais on est encore un peu loin. L'e-sport est quand même très masculin encore. Le jeu vidéo compétitif, alors nous, on a un coup d'éclairage à la Paris Games Week, puisqu'on va mettre à l'honneur la finale de la Coupe de France de League of Legends, qui est le jeu d'e-sport par excellence. Donc, j'ai l'impression que je voyais on va programmer la grande finale de la Coupe de France féminine, mais on a vraiment du boulot et dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, il faut dire les choses. La féminisation des joueuses et des joueurs de jeux vidéo, elle est quasi arrivée aujourd'hui en France, puisqu'il y a 51-49, 51 masculins et 49 de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Donc on a gagné entre guillemets cette bataille-là. Et même ce qui est intéressant dans notre dernière étude, c'est que dans la Gen Z, donc vraiment cette génération vraiment très intéressante à regarder, il y a 55% désormais de joueuses et 45% d'hommes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les créateurs de jeux vidéo aujourd'hui et les créatrices de jeux vidéo, quand ils vont écrire la narration des futurs jeux vidéo, ils tiennent compte de cette nouvelle donnée. Ils vont mettre des héroïnes plus que des héros, ils vont mettre un récit autour du genre qui est retravaillé, une complexité de scénario, etc. Ils intègrent ces données-là. Donc c'est super pour l'industrie. Il y a vraiment aujourd'hui autant de joueuses que de joueurs. Justement, c'est ce qu'il faut intégrer. On est sorti de l'époque Lara Croft où c'était une fille mais un garçon manqué. Là, on a des vraies filles dans les jeux vidéo. Ah oui, dans nos jeux, c'est beaucoup des héroïnes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on est passé au-delà de tout ça maintenant. Il y a la moitié des joueurs, c'est des joueuses, donc évidemment. Ça veut dire que dans l'équipe de création aussi, il faut féminiser. On a encore du chemin. Là, c'est comme tous les métiers tech. 15% de développeuses dans l'équipe, mais on essaye de recruter vraiment plus. C'est compliqué. Les femmes dans la tech, et dans le jeu vidéo notamment, ça fait des années qu'on en parle. Il y en a, il ne faut pas dire qu'il y en a. Il y en a pas. Il y a eu notamment des femmes à la tête de studio aussi. Mais il y a encore cette espèce de barrière psychologique que se mettent beaucoup de femmes aussi. Il y a pas. C'est pas un problème d'entrée, c'est un problème. Voilà, c'est un problème de barrière parce que on sait aussi ce qu'elles apportent dans les équipes, dans la créativité. C'est vrai qu'on va en voir beaucoup plus dans les parties créatives ou à la narration, à l'écriture. Mais oui, ça manque de femmes. Et alors que le jeu se féminise, c'est tout le paradoxe. Il en faudra un petit peu plus pour aller vers ça, mais il faut surtout qu'elles arrêtent de se mettre des barrières. Et il y a beaucoup d'associations
Women in Games aussi, qui œuvrent pour les faire venir et les valoriser. Il y a 24% de femmes dans le jeu vidéo, dans la création de jeux vidéo, en tout, dans toute notre industrie. Alors, petite lueur d'espoir, même si c'est encore très faible, on était à 18% encore en 2019. Moi, même donc ça progresse trop lentement, mais ça progresse. En regardant certaines compétitions d'e-sport, j'ai l'impression, je voyais des visages, un peu de visages féminins. Ça commence. Tu as raison, il y a la Coupe des Étoiles, il y a des compétitions qui sont féminines, mais en fait, il n'y a pas encore assez d'équipes féminines. Chez Vitality, il y a des filles, il y a des équipes, il y a aussi des compétitions où ils se posent la question de faire des équipes mixtes. Et l'idée est de savoir, est-ce qu'on veut des compétitions garçons d'un côté, filles de l'autre, ou est-ce qu'on mélange tout le monde ? Ce n'est pas faisable sur tous les jeux, même les filles vous le diront. Est-ce qu'elles ont envie aussi de jouer contre des garçons ? Ça, c'est une autre question, mais c'est un débat qui est d'actualité dans l'e-sport, en tout cas. Johan, dans la conception des jeux, qu'est-ce qui change là aujourd'hui ? Je parlais de l'IA, est-ce que c'est la partie création ? Enfin, voilà. Est-ce que les différentes phases entre la création, la conception, on fait son scénario, ensuite on développe, et puis après on commercialise, enfin voilà, on lance tout ça. Qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui ? On commence à utiliser l'IA, mais c'est vraiment comme des assistants, quoi. C'est-à-dire que l'IA, c'est des super assistants très pratiques, très rapides, et c'est vrai que sur la narration, évidemment, des fois on dit, en fait, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Comme si c'était quelqu'un. Ah ben on fait la même chose beaucoup. Voilà, et puis pareil pour les images, des fois, nous on s'en sert pas sur le jeu final, mais en tout cas pour les inspirations, là où on fait des recherches visuelles, avant on cherchait surtout à base de photos, on disait, telle scène, tel endroit, il serait comme ça. Là, on va faire ça, mais on va aussi en générer avec les Midjourney, tout ça. On va dire, tiens, j'imagine tel endroit, et hop, ça génère ça, et puis de random en random, on arrive à un truc assez cool qui permet de préciser sa vision, en fait. Donc en termes de recherche, c'est très très cool. Donc on arrive à bouger. Moi j'ai une question, justement, on parlait d'IA, on sait que c'est de plus en plus utilisé aussi pour la narration. La spécialité de DigixArt, c'est les jeux narratifs. Il y a une tendance qu'on a vue et chez Ubisoft. Les jeux narratifs, si on a juste pour expliquer, si on a un peu des béotiens qui écoutent, jeux narratifs. C'est un jeu à histoire, en fait, souvent à embranchement multiple ou à structure même des fois beaucoup plus compliquée. Mais c'est un jeu à histoire, on va dire. D'accord. C'est une histoire et vos choix impactent le déroulé de l'histoire. Et c'est une spécificité aussi du studio. Justement, on n'arrête pas de dire Nvidia fait des tests avec des personnages qui sont animés par l'IA et nos interactions enclenchent d'autres scènes. On a vu Ubisoft aussi, Microsoft travaille là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ? Quelque chose qui vous fait peur, parce que ça change aussi le cours de l'histoire. On n'est plus maître de son histoire. C'est ça, Et pour l'instant, c'est encore trop ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore borner, se dire, mais est-ce que l'IA va pas raconter quelque chose qu'on n'a pas du tout envie qu'elle raconte ? Et donc, pour l'instant, on a vu les tests de Nvidia, justement, des NPC là, qui parlaient comme ça. Et on se dit, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment contrôler ce qui est dit. Donc, ça ne marche pas pour l'histoire qu'on a envie de raconter. Et en plus, on a un problème plus technique, qui est que pour l'instant, il y a besoin d'un accès Internet rapide et de serveurs qui vont générer ça. Le jour, c'est en train de devenir un peu en local, quand on pourra vraiment générer en local l'IA et maîtriser vraiment ce qu'elle va raconter. Là, on commence à avoir un peu des ordinateurs qui commencent à... Mais ça commence, c'est en train d'arriver, c'est sûr, ça va arriver, c'est sûr. Et oui, puis la crainte aussi, c'est la paresse ou la fatigue IA, c'est de se dire, tiens... et puis on le voit, même nous, au quotidien, parfois, on devient un petit peu plus paresseux, on va confier à l'IA des choses. Avant, on se serait creusé un petit peu la tête, donc faut faire attention à ça. Et puis ça manque de style et de saveur. Souvent, on voit bien, on utilise tous un peu de ChatGPT et tout ça, c'est très, très factuel, c'est très froid. Après, on dit, mais plus d'émotion. Moi, c'est un peu bizarre. Non, autant sur la narration, l'IA, c'est une chose, mais je vais me faire un peu le défenseur de l'IA. L'IA dans le jeu vidéo, on parlait des AAA et des quadruple-A, des blockbusters. L'IA, et il faut dire aussi la vérité, un peu partout dans le jeu vidéo depuis maintenant plus de 5 ans, voire 10 ans. Je prends 2 exemples. Tout ce qui est bêta-test avant de sortir un jeu, on lui fait faire un espèce de crash test géant et avant on réunissait aussi beaucoup de joueurs qui vont tester le jeu. Aujourd'hui on peut aussi remplacer par de l'IA qui va faire des scénarios multiples, essayer de crasher le jeu. Donc ça c'est assez utile, ça peut être utile, ça n'a pas la même valeur que des joueurs qui vont faire un retour d'expérience, mais ça peut remplacer en partie. Et un deuxième exemple aussi, dans le level design, on peut incorporer une dose. Le level design c'est quoi ? C'est quand on joue, il n'y a plus les phases de cinématique, il y a vraiment le gameplay, c'est-à-dire l'action où vous avez la manette. On va légèrement adapter la difficulté de jeu pour que l'expérience soit certes compliquée, mais que vous ne ramassiez pas 15 fois au niveau 7, parce qu'à un moment, vous allez dire, ce jeu, j'y joue plus. Donc, à un moment, le niveau 7, bizarrement, il commence à être un peu plus simple pour que vous franchissiez le... Voilà. Et l'IA, elle est un peu partout quand même. Mais il faut quand même dire que l'IA, ça existe depuis des années dans le jeu vidéo. Vos adversaires à FIFA, ils étaient déjà un peu mus par l'IA, parfois plus ou moins bien. Dans Call of Duty, pareil. Là, il y a Machine Games qui fait Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui a sorti une extension qui en fait est un peu
une partie parallèle à votre jeu principal, dont le niveau s'adapte. Les ennemis, leur niveau s'adapte à votre progression, là où vous en étiez dans la quête principale. Eux, ils continuent à vivre. Voilà. De l'autre côté. Si vous étiez beaucoup plus avancé que la séquence qui est ajoutée, eh ben vous serez plus fort, donc vos ennemis vont être plus forts. Si vous étiez au même niveau, ce sera. Ça, c'est intéressant en fait dans le jeu. C'est ce qui a fait la force aussi pourquoi les séries. Moi, c'est ce que j'entends des créateurs de séries américains qui me racontaient ça, c'est pourquoi les séries télé ont aussi bien marché aux États-Unis, c'est qu'ils imaginaient, même les gens qu'on voyait plus à l'écran. On imaginait ce qu'ils étaient en train de... On demandait à les scénaristes de faire ce qui... Et d'ailleurs, ça leur donnait parfois des idées de spin-off, non, mais d'autres séries. Mais justement, ils les faisaient vivre pour que tout d'un coup, dans le truc, on trouve pas ça incohérent. On dit, pourquoi lui, tout d'un coup, il est là Alors, et puis après, tout d'un coup, on fait un petit retour en arrière, il a fait ci, il a fait ça. Autre chose, et là, on le voit évidemment à l'écran, on voit ces immenses foules qui regardent ces jeux de e-sport. Le jeu, c'est un vecteur de sociabilité aussi. Parce que ça, on a des chiffres qui le montrent. Voilà, on joue en famille et tout ça, mais on a tellement vécu, surtout une époque, on dit t'es encore devant ton jeu vidéo. Rappelons qu'au temps des Grecs, on empêchait les enfants de jouer aux échecs parce qu'on trouvait qu'il fallait qu'ils aillent jouer dehors aussi. Donc voilà, on a toujours eu ce petit souci-là. Mais même si pour ceux qui s'intéressent à la littérature, on a eu peur aussi beaucoup des livres. Hein. C'est-à-dire, il faut sortir dehors à une époque et arrête de lire tes livres, il faut sortir dehors. Donc chaque époque, voilà. Pour vous répondre, oui, le jeu vidéo, c'est le premier média, et ça, il faut le dire, parce qu'on le dit pas assez, le premier média des 18-35 ans, mais de très loin. C'est-à-dire que c'est vraiment un média, autant qu'un loisir. Et pourquoi c'est un média ? C'est que 2/3 des 18-35 ans, quand ils jouent aux jeux vidéo, ils jouent avec d'autres. Soit parce qu'ils ont invité des copains à la maison, soit beaucoup plus souvent en réseau. Et donc, sa première contre-intuition qu'il faut casser, c'est que même quand votre ado, il a fermé sa porte de sa chambre, il est fort à parier qu'il joue avec des gens en ligne. Et la deuxième petit élément que je veux glisser et que montre notre étude auprès de 4000 internautes qu'on fait chaque année, c'est que non seulement quand il se connecte à d'autres pour jouer, mais il se connecte à des gens qu'il connaissent dans la vraie vie. Oui. Donc ça, il faut casser ce mythe aussi. Plus on est jeune, et notamment les 10-14 ans, jouent 3 fois sur 4 quand ils jouent en ligne avec des gens qu'ils connaissent dans la vraie vie. Soit c'est les copains d'école, soit c'est les membres de la famille, cousins, frères, etc. Et puis après, il y a aussi le rôle, mais là, dans tous les domaines, dès qu'il s'agit d'électronique, mais dans d'autres domaines aussi, c'est le rôle des parents aussi, d'être vigilants. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a cette responsabilité-là. Je voyais 65% des joueurs jouent à plusieurs. C'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. 2/3 des joueurs jouent connectés à d'autres. Et on a aussi dans cette étude, je trouve quelque chose de très mignon, c'est qu'il y a quasiment 1/3 des joueurs qui spontanément nous disent « mais moi, en fait, je me suis fait des amis par le jeu vidéo ». On est à 31%, me semble-t-il, de tête qui disent spontanément je me suis fait des amis, y compris dans la vraie vie, grâce aux jeux vidéo. Intergénérationnel. Alors intergénérationnel, un peu moins. Je dirais que quand on franchit la barre des 18 ans, on joue en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas dans la vie réelle. On voit la proportion s'inverser. On est prêt à faire connaissance avec des gens qu'on ne connaît pas. Et oui, il arrive qu'il y a des amitiés. Et la Paris Games Week est un très bon exemple pour ça. Chaque année, moi, j'ai beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui jouent depuis 10 ans, 12 ans, 14 ans à certaines licences de jeux en connecté et qui à un moment se disent bon, tu viens à la Paris Games Week, ce serait bien qu'on se voit une fois en vrai. Et il y a des rencontres comme ça chaque année. Peut-être qu'au 25e anniversaire, on en a des bébés Paris Games Week. Mais tu sais que ça existe déjà sur des League of Legends, sur des jeux comme ça. Il y a des gens qui ont monté des communautés, qui se sont rencontrés, des guildes qui se sont rencontrés comme ça, qui se sont mariés. Il y a des enfants. Moi, j'étais allée, pareil, à un événement en Islande, sur EVE Online, où des gens se sont rencontrés pour la première fois là-bas, alors qu'ils jouent depuis des années ensemble, voire les uns contre les autres. Donc, j'avais des gens qui disaient « Ah oui, mais toi, je me souviens, tu as détruit mon vaisseau la dernière fois. » Et ça ne les empêchait pas de boire un verre ensemble. Le jeu, il a ce côté fédérateur. On doit penser à ça, justement, quand on fait, Yann Fanny, ce côté fédérateur, ce que vient de dire Melinda. Exactement, et nous, le prochain jeu qu'on sort, même si c'est un jeu narratif, d'habitude, c'est plus solo, on joue tout seul. Et là, justement, on fait un jeu où il y a des interactions entre les joueurs, justement. On peut suivre ses amis qui ont déjà joué, qui ont commencé le jeu, et suivant les choix qu'eux ont fait dans l'aventure et dans l'histoire, ça va impacter son aventure et ses choix. Donc, en fait, on a amené le multijoueur dans le narratif, quoi, ce qui n'était pas évident et ce qui est totalement nouveau, d'ailleurs. Est-ce qu'on fait beaucoup plus attention aussi, enfin on fait toujours attention à ça, Johan, mais on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a plein de dérives dans tous les sens, je ne vais pas toutes les citer, mais j'imagine quand on est créateur de jeux vidéo, voilà, alors on a son propre cadre de jeu, mais là il faut faire très attention aussi, j'imagine. Oui, on a des community managers, des modérateurs qui gèrent justement les Discord et tous les réseaux sociaux, qui vérifient qu'il
n'y a pas de choses qui vont pas. Nous, on a la chance, dans les jeux qu'on fait en France, en tout cas, de ne pas avoir des publics trop pénibles, quoi. Parce qu'on fait des jeux bien. Non, mais c'est bien, c'est important de le dire. Il y a aussi des belles communautés. Enfin, il y a aussi des fois des communautés un peu toxiques, qu'on peut dire. Et nous, ça va. En France, en général, on a des belles communautés. Et dans le recrutement, vous y arrivez aujourd'hui ? Oui. En France, on a énormément d'écoles. Je crois qu'on a des pays au monde à avoir le plus d'écoles de jeux vidéo. On en a presque trop d'ailleurs. Donc, il faut. L'industrie française, elle est énorme. Il y a 600 studios de développement en France. Enfin, on est un des principaux pays producteurs, créateurs de jeux maintenant dans le monde. Parce que c'est un secteur qui, je suis toujours un peu les chiffres Paris Games Week. L'attractivité est importante. Ah oui. Moi, j'appuie ce que dit Johan. On est vraiment un pays de jeux vidéo. C'est-à-dire que la French Touch, en fait, parfois, on la met pas au bon endroit en matière de jeux vidéo. On pense que c'est que des jeux comme le jeu qui cartonne cette année, qui est clair-obscur, qui prend un peu le contre-pied de ce que je veux dire, parce que c'est un jeu très parisien, l'univers de Paris, la baguette, le béret, etc., qui a presque joué le cliché. C'est un cliché presque à la base. C'était pas une blague, mais c'est presque Émilie Paris. Et en fait, ça a cartonné. Donc voilà. Mais la French Touch, c'est pas que ça. La French Touch, c'est d'abord un savoir-faire technique qui nous a enviés dans le monde entier. Et il y a des Français dans toutes les équipes dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est fou. On fait un salon à l'autre bout du monde et vous allez avoir des Français dans toutes les équipes. On a les meilleures écoles, on a des aides aussi, il ne faut pas l'oublier, pour les studios. On a un vrai soutien quand même à la créativité qui fait qu'on peut donner liberté de créer et d'inventer, et on a un vrai soutien public en France. Et en plus avec une certaine frugalité, Yann, parce que c'est ça où il faut faire attention. Enfin, on le voit dans le développement, quand on avait du cloud, on se dit c'est chouette, allez hop, j'ai toute la puissance calcul que je veux, tout le stockage que je veux. Non, il y a quand même et en France on est plutôt bon dans ce domaine, on est plus débrouillard. On est très débrouillard, on est plus polyvalent aussi, on est moins spécialisé. Donc en fait, c'est avec des petites équipes de 20-30 personnes, on arrive à faire des choses assez incroyable en fait. Là où des fois ailleurs dans d'autres pays il faudrait 200-300 personnes. Donc c'est vrai qu'on a un côté très débrouillard. Ça peut être quoi les futurs... Alors on a toujours besoin de développeurs, de gens pour scénariser tout ça. Les futures carrières dans le jeu, ça ressemble à quoi les métiers qui sont en train de monter? Ce qui se développe beaucoup en ce moment, je ne vais pas parler de la partie création, mais ce qui se développe beaucoup et pendant longtemps on a opposé le métier de l'édition et le métier de la création. L'éditeur, c'est vraiment celui qui va faire tout le travail marketing, commercial dans un univers comme le disait Mélinda où il y a 20 000 jeux. Il faut exister. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont liés à community manager, à faire vivre, parce qu'en fait le jeu vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il va créer une communauté de fans autour du jeu qu'il a créé, cette communauté de fans, en fait, il va falloir l'entretenir, il va falloir la faire vivre, il va falloir lui donner des extensions de jeu au bout de 6 mois, au bout d'1 an, lui dire tu sais, ton logiciel, parce que c'est un logiciel, le jeu vidéo, je vais faire une extension de ton jeu, et là on redonne à la communauté une vie, on la fait vivre, on l'anime. Et donc il y a beaucoup de ces métiers-là, animateurs de communauté en ligne, community manager. C'est ça le paradoxe, il faut les garder sur le jeu, mais il ne faut pas non plus les lasser. Non, il ne faut pas les lasser, mais après, en fait, elle vous échappe, cette communauté. Il y a des communautés de fans autour de licences qui sont bien connues. Il y a les fans de Final Fantasy, on va les retrouver à la Paris Games Week, qui se retrouvent parce qu'ils sont Final Fantasy du matin au soir. Il y a des fans d'Assassin's Creed, il y a des fans... Voilà, ça marche beaucoup par licence. Mélinda, mot de conclusion ? Moi, on a fait le tour. Je pense qu'il faut. Je voulais qu'on parle un peu moins du marché. Il faut soutenir la création française. On a les talents et tous les ans, on voit des pépites qu'on n'attendait pas arriver. Moi, Johan, je vais lui dire en face parce que son jeu, je l'attends. Tides of Tomorrow, je l'attends l'année prochaine parce que justement, Tides of Tomorrow. Les marées de demain. Voilà, et qui est un jeu en effet qui a ce côté qu'on sait faire en France, c'est d'avoir ce petit twist. Donc le multijoueur narratif, moi ça me parle. Donc maintenant j'attends de voir un jeu jouable à la Paris Games Week, Tides of Tomorrow, qui n'est pas encore sorti et qui sera jouable à la Paris Games Week. Tu vois, on a des world reveals. Retenez, si vous allez à Paris Games Week, 30 octobre, 2 novembre, porte de Versailles, Paris Expo. Venez, vous serez nombreux. Vous serez nombreux. 200 000 personnes en plus avec le Dôme, Big Folly. Plein de surprises. Et vous serez là. Et nous serons tous là. Et vous pourrez suivre Mélinda. Nous on y sera. Évidemment. Merci, en tout cas, 14e édition. Merci d'être venu parler de tout ça. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. On remercie d'ailleurs Alexis Goudigian qui remplaçait Léa cette semaine pour le travail important qu'il a fait, y compris ce soir. Et puis on retrouve François et Léa Benemi. Ils seront de retour. Ils sont chez Amazon. On les verra lundi soir. Ils vous raconteront tout ce qu'ils ont fait et beaucoup de surprises aux États-Unis. Et bien entendu, c'est reparti Tech & Co dès lundi soir. Excellente semaine, excellente fin de semaine sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.